Le coup de tocsin. Bonjour François Coq Bonjour Clémence, bonjour à tous. et bonne année. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Analyste politique, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, enseignant en zone d'éducation prioritaire et auteur notamment d'Alerte à la souveraineté européenne ou encore l'impératif démocratique de la crise de la représentation aux Gilets jaunes aux éditions Éric Jamet. Alors, François Coq, on commence évidemment fort, on va dire, politiquement. Quelle est votre analyse ce jour ? Bon, tout d'abord, meilleurs vœux Clémence et meilleurs vœux à vous tous qui êtes derrière le poste, derrière le téléphone, derrière l'ordinateur. Des vœux de lutte et de résistance face à l'affadissement de la pensée et donc pour notre émancipation individuelle et collective. Alors si j'ai pris ces quelques secondes pour vous souhaiter les vœux, c'est que je pensais avoir beaucoup de choses à vous dire, moi, alors que je n'ai pas fait de chronique depuis maintenant 15 jours. Mais finalement, il ne s'est pas passé tant de choses que ça pendant ces fêtes d'année sur le terrain de la politique. Alors certes, un nouveau gouvernement a été nommé le 23 décembre, vous vous en souvenez. Oui. Mais qu'est-ce que j'aurais à commenter? Une visite de Monsieur Bayrou avec Monsieur Valls dans ses valises et Madame Borne et consorts à Mayotte, où finalement, qu'est-ce qu'on a pu constater? Leur faible taux d'empathie que l'on connaissait déjà. Qu'est-ce que je pourrais commenter? Les sorties médiatiques, l'espèce de saturation médiatique organisée par Monsieur Darmanin dans sa quête et sa lutte pré-présidentielle déjà avec Monsieur Retailleau, tel qu'on a pu le voir par les sorties sur le terrain. D'une manière générale, je pourrais vous commenter ce que le gouvernement nous a donné à voir, puisqu'il a communiqué sur le fait qu'il était au travail, mais en communiquant sur le fait qu'il était au travail, il montrait qu'il n'était pas dans l'action. Si je dis ça, c'est qu'il y a des éléments de calendrier qui en attestent. Je vous ai dit que le gouvernement avait été nommé le 23 décembre, c'est-à-dire 18 jours après la motion de censure. Oui. Mais même en ayant été nommé le 23 décembre, le gouvernement a mis 10 jours avant de tenir son premier Conseil des ministres. Et encore, dans ce premier Conseil des ministres, on devait présenter la loi d'urgence sur Mayotte, qui finalement a été encore décalée d'une semaine, et elle sera encore étudiée au Parlement une semaine après, c'est-à-dire pas avant le 13 janvier. Et d'ailleurs, le Parlement, l'Assemblée nationale, ne se réunit pas avant le 13 janvier. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que tous ces gens-là nous ont dit pendant des semaines, pendant des mois, qu'il y avait urgence et que dans cette situation exceptionnelle, eh bien, il fallait une mobilisation exceptionnelle. Or, à quoi a-t-on assisté? Eh bien, finalement, à une forme de vide pendant ces vacances et pendant ces fêtes de fin d'année, où le gouvernement ne s'est pas plus déployé, ne s'est pas plus mis au travail et est resté sur un rythme que je qualifierais de rythme de sénateur. Alors on nous effraie avec la réalité, mais l'exercice du pouvoir est tout autre. L'urgence, si j'osais, n'est finalement pas si pressée avec ce gouvernement, quand on pense que l'Assemblée nationale n'a pas passé un texte important depuis la loi d'immigration en décembre 2023 et qu'elle ne s'est quasiment pas réunie, cette Assemblée nationale, pendant une période de quasiment un an entre la vacance parlementaire pour cause d'élection, celle pour cause de dissolution, celle pour cause de motion de censure. Ce sont ces gens-là qui nous font la leçon. Oui. Ce qui m'amène au deuxième point qui est bien plus important. Qu'a-t-on assisté au tournant de l'année? À la mise à nu de la manipulation, de la contrainte populaire et institutionnelle par la peur. Bref, ce qu'il faut bien admettre être un mensonge d'État. Et là, je pèse mes mots. De quoi suis-je en train de parler? Souvenez-vous, au mois de décembre, notamment le 3 décembre dernier, à la télévision, aux journaux télévisés de TF1 et de France 2, celui qui était alors Premier ministre, M. Barnier, est venu nous expliquer que la non-indexation des impôts sur l'inflation allait entraîner, et j'ouvre les guillemets pour ne pas trahir la parole de M. Barnier, allait entraîner l'augmentation des impôts pour 18 millions de Français. Et que cette issue était, et ce sont ces termes, inéluctable. Autrement dit, il a joué de la peur pour nous dire que il ne fallait absolument pas dissoudre, il ne fallait absolument pas censurer, pardon, et pour donc contraindre les parlementaires par le mensonge. Or, quelle est la révélation que l'on a eue, même si on s'en doutait? On a eu cette révélation au début de l'année, que la non-revalorisation du barème n'avait aucun impact, je dis bien aucun impact immédiat sur le taux de prélèvement à la source. Pourquoi? Tout simplement parce que la campagne de déclaration de l'impôt sur le revenu, comme vous le savez, a lieu au printemps, et que le décompte par l'administration fiscale n'est fait qu'au mois de juillet.
C'est là que le taux effectif qui est appliqué au 1er septembre doit être fixé. Autrement dit, on a jusqu'au mois de juillet pour avoir une nouvelle loi de finances, une nouvelle loi budgétaire, et qu'il n'y a donc pas d'augmentation des impôts pour 18 millions de Français. Il n'y a pas de nouvelles personnes qui rentrent dans l'impôt au 1er janvier, comme nous l'a dit M. Barnier. Mais il nous a dit tout cela en toute connaissance de cause, et les éléments que je vous donne, M. Barnier les avait. Autrement dit, il s'agit d'un mensonge devant le peuple français pour contraindre la représentation nationale. Entendez bien cela. Ce n'est pas de l'argumentation politique. On ne doit pas s'habituer à cela en 2025, pas plus qu'en 2024 et les années précédentes. Monsieur Barnier et ses ministres qui ont repris cette argumentation devraient rendre des comptes sur ce mensonge. L'Assemblée nationale, et je le demande ici expressément, devrait ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur les déclarations et sur le mensonge gouvernemental qui a eu lieu. C'est un mensonge officiel et il faut le traiter comme tel. C'est bien Alors, noté. Oui. dernier point qui est intervenu là au milieu et finalement qui est un point qui révèle l'insincérité, le fait que c'est inaudible et le fait que c'est inutile, ce sont les vœux de M. Macron. J'en dis quand même un mot, je dis qu'ils sont insincères parce que M. Macron n'a pas même pris la peine, lors de ses vœux pour 2025, de revenir de manière sincère sur le bilan de l'année écoulée. Il a bien pu parler de Notre-Dame ou des Jeux Olympiques. Il aurait dû faire jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur et se souvenir que pour les vœux pour 2024, c'est-à-dire il y a tout juste un an, il nous parlait, souvenez-vous, du réarmement du pays. Sauf que le réarmement du pays, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un triple déclassement. Le déclassement à l'international, quand en février 2024, il nous a parlé de l'envoi de troupes au sol en Ukraine, ce qui a isolé la France par rapport à ses partenaires européens, ce qui a isolé la France en étant même rabroué par les États-Unis et même rabroué par l'OTAN. Il y a eu le déclassement de la France sur la scène européenne. Ensuite, il suffit pour cela de s'en convaincre de penser à l'épisode encore en fin d'année du Mercosur, quand Mme van der Leyen a été à Montevideo signer l'accord sur le Mercosur au nez et à la barbe de M. Macron et de son gouvernement qui, en façade, faisait semblant de s'y opposer, ou encore quand M. Breton a été éjecté pour M. Séjourné, qui est bien plus Van der Leyeno compatible. Et le troisième déclassement, c'est le déclassement de M. Macron lui-même vis-à-vis du peuple français. On l'a vu au moment de la dissolution et au moment de la censure. Donc, l'insincérité de ces vœux. Mais ces vœux sont aussi inaudibles, parce que la seule chose qu'il faudrait retenir des vœux de M. Macron, c'est lorsqu'il parle de revenir vers le peuple. Et là encore, je le cite, il nous a dit, lors de ses vœux, donc, en 2025, je vous demanderai de trancher certains sujets. Ah, très bien, s'est-on dit les uns et les autres. Oui. Enfin, nous allons avoir la parole. Alors, bien sûr, avec M. Macron, on ne sait pas bien de quoi il est question. Est-ce que ça sera encore des conventions citoyennes qui n'aboutissent sur rien, comme la Convention climat ou la Convention fin de vie? Ou est-ce que c'est le référendum? Le référendum, ça, c'est la grande idée de M. Macron qui nous ressort quasiment tous les ans. Il nous en a parlé en 2017 pour nous faire un référendum, nous disait-il, sur la réforme institutionnelle. On n'en a pas vu le début de ce référendum. Il voulait faire un référendum en 2019 après les Gilets jaunes et après le grand débat. Vous l'avez vu passer celui-là? Non. Vous avez vu passer celui de 2020 après la convention climat? Même l'année dernière, ils voulaient faire un référendum pour modifier justement le périmètre du référendum avec l'article 11. Celui-là, on l'attend aussi toujours. Donc on risque fort d'attendre encore le référendum promis par M. Macron ou la consultation promise par M. Macron, d'autant qu'il nous dit à ce sujet qu'il nous fera trancher certains sujets. Mais lesquels? Quel sujet est-il en capacité de faire trancher, qui ne soient pas des sujets qui sont en fait totalement polarisants, tellement lui-même est rejeté? Est-ce qu'il va nous faire trancher des sujets qui finalement sont déjà réglés et sur lesquels il y a déjà consensus? Est-ce qu'il va faire trancher des sujets extrêmement politiciens, par exemple? Est-ce qu'il va mettre sur la table la question du nucléaire pour faire exploser le nouveau Front populaire parce qu'il sait qu'il y a des dissensions en son sein? Donc, on n'y est pas encore, d'autant que M. Macron n'a pas forcément l'initiative du référendum, parce que pour déclencher un référendum, il faut passer par l'article 11 ou par l'article 89. Et à chaque fois, que ce soit par l'article 11 ou 89, c'est soit le gouvernement, donc le Premier ministre, qui en a l'initiative, soit le Parlement qui en a l'initiative. Pour que les sujets soient réellement tranchés, le seul référendum qui serait valable, viable et qui nous permettrait d'avancer, ce serait le référendum d'initiative citoyenne, parce que celui-là, nous pourrions le déclencher par nous-mêmes. Et j'en termine donc sur le troisième point de M. Macron. J'ai dit que M. Macron était insincère, était inaudible, mais il est désormais totalement inutile.
Et je me réfère à cela au sondage Odoxa, qui est sorti en cette fin de semaine. Vous avez peut-être vu que dans ce sondage, écoutez bien, 71% des Français euh, considèrent sont inquiets de l'attitude de M. Macron. 71% des Français éprouvent de l'inquiétude vis-à-vis du chef de l'État. Pire encore, 34% des Français seulement jugent qu'il est attaché aux valeurs démocratiques. À peine un tiers des Français jugent que le président de la République est attaché aux valeurs démocratiques. Quel chef d'État tient avec un tel désaveu dans le pays? Quand le hiatus est si fort entre sa légitimité institutionnelle d'une élection qui est déjà datée et la souveraineté populaire et la volonté populaire que l'on sent bouillir dans le pays. Tant et si bien que, et c'est là qu'on arrive sur un chiffre important, 61% des Français veulent sortir de cette situation de blocage de démocratie minoritaire par la démission de M. Macron. 61% des Français sont pour la démission, quand à peine 50% sont la dissolution. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui souhaitent la démission que la dissolution, parce qu'ils voient bien que M. Macron est partie prenante du problème et que le fait de remplacer le gouvernement avec un nouveau Premier ministre, avec un nouveau gouvernement à nouveau, ne réglera pas et ne purgera pas la question. Et donc le sort de M. Macron et le sort de M. Bayrou sont désormais totalement liés et que l'enjeu et la perspective qui est devant nous pour 2025, eh bien, celle-là. Alors, l'année dernière, en 2024, je terminais à chaque fois par ce Cusque Tandem Abutere Paciencia Nostra. On va reprendre la bonne habitude pour 2025. Jusqu'à quand abuseront-ils ainsi de notre patience? Eh bien, finalement, si c'était cette année que nous reprenions la main, ça ouvrirait une belle perspective et ça nous permettrait de bien commencer l'année. Voilà des vœux, des bons vœux de début d'année. Merci beaucoup François Coq, et je rappelle votre livre notamment L'impératif démocratique de la crise, de la représentation aux gilets jaunes et la chimère de Macron contre la souveraineté populaire. On est vraiment dans le cœur du sujet aux éditions Éric Jamet. Merci encore François Coq. Merci à vous tous chers amis.